Je m'appelle Alina Paul. J'ai 32 ans, je suis sergent dans les forces spéciales de l'armée des États-Unis. Et, jusqu'à hier soir, je croyais que la seule guerre que ma famille aurait à mener, se trouvait au Moyen-Orient, là où mon mari, Kalin, est actuellement déployé. J'avais tort. Je n'aurais jamais imaginé qu'un dîner au domaine de mes beaux-parents, dans le Connecticut, se terminerait ainsi, ma belle-mère, Geneviève, me giflant avec une telle force que ma tête a heurté un mur lambrissé de chaînes, ma belle-sœur, Sérafina, crachant sur mon uniforme de service. Tandis que leur frère, Tristan, riait, filmant toute cette scène humiliante. Ils m'ont traité de déchet en uniforme, qui avait piégé leur fils en or. Ils pensaient m'avoir coincé, et que personne ne me croirait jamais. Ils ont commis une erreur fatale. Si vous voulez voir le sang se retirer de leur visage suffisant, lorsque la porte de cette salle à manger s'ouvrira à la volée, et que leur pire cauchemar fera son entrée, dites-moi d'où vous m'écoutez. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, et préparez-vous pour une histoire de trahison, et du genre de justice que seul un soldat peut rendre. La soirée a commencé par une performance digne d'un Oscar. Une douceur mortelle flottait dans l'air, au sein de l'immense salle à manger des Ashworth. Épaisse et écœurante, comme un parfum bon marché. La pièce elle-même était un monument dédié à l'argent ancien, et à l'hostilité silencieuse. Avec des plafonds si hauts, qu'ils semblaient engloutir les sons, et des portraits d'ancêtres au visage sévère, qui jugeaient le moindre de mes souffles. Geneviève, ma belle-mère, a joué son rôle à la perfection. Elle m'a versé un verre de chardonnay hors de prix, le cristal froid transpirant dans ma main. Son sourire était un masque soigneusement construit, qui n'atteignait jamais tout à fait le froid polaire de ses yeux. Chaque mouvement était délibéré. De la façon dont son bracelet en diamant accrochait la lumière, à la manière précise, presque chirurgicale, dont elle coupait son filet mignon. Nous voulons vraiment comprendre ton univers, ma chérie, a-t-elle roucoulé. Sa voix était douce comme de la soie, mais avec la tension sous-jacente d'un fil de déclenchement. C'était une technique d'interrogatoire classique, déguisée en préoccupation familiale. De l'autre côté de l'immense table en acajou poli, le général à la retraite Sterling Ashworth hochait lentement la tête. Sa posture était rigide, comme s'il portait encore l'uniforme. Il a fait un grand commentaire pompeux sur la bravoure des soldats. Mais son ton était condescendant, comme un homme dans un zoo, observant une espèce fascinante mais inférieure. Il parlait de cran et de courage comme s'il s'agissait de concepts abstraits, et non de la réalité vécue et éreintante de ma vie, et de celle de mon mari. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'un sommet pour la paix. C'était une mission de reconnaissance ennemie. Il sondait mes défenses, mesurait mes réactions, cherchant une faiblesse à exploiter. Je suis restée silencieuse, répondant à leurs questions voilées par de brefs et polis, oui, monsieur, et, non, madame, jouant le rôle de la proie docile. Mon entraînement m'avait appris à décrypter une pièce, à évaluer les menaces, bien avant qu'elles ne se matérialisent. Le poids de la fourchette en argent massif me semblait étranger dans la main, un outil maladroit, comparé à l'équilibre familier d'une arme. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je faisais exactement la même chose qu'eux, j'évaluais leur formation, leurs armes, et leurs intentions. Mon monde, celui qu'ils prétendaient vouloir comprendre, m'avait appris que les batailles les plus dangereuses, sont souvent celles qui commencent en silence. Dans une pièce comme celle-ci, les mots étaient des balles, et je comptais leurs munitions. La mascarade a fini par s'effondrer, lorsque Sérafina, la sœur de Kalin, a tiré le premier coup. Elle picorait sa nourriture, une expression ennuyée et boudeuse sur le visage. Elle a posé sa fourchette avec un cliquetis délicat, un son qui a tranché le silence oppressant. Elle a inspecté sa manucure d'un air désinvolte, puis a levé les yeux vers moi, à travers ses cils, avec un regard lent et insolent. Je ne comprends tout simplement pas ce que Kalin trouve à quelqu'un d'aussi brute, a-t-elle dit. Le mot dégoulinant de mépris. L'armée a dû t'arracher toute ta féminité, n'est-ce pas? C'était le signal. L'attaque avait commencé. Geneviève a immédiatement renforcé la position de sa fille, comme une équipe de tir bien entraînée. C'est précisément ce qui m'inquiète, est-elle intervenue. Elle a placé une main inquiète sur sa poitrine, dans un geste d'une théâtralité sans faille. Alina, mon fils a besoin d'une femme qui puisse assister au gala mondain, qui puisse organiser des collectes de fonds. Pas de quelqu'un qui sait seulement manier un fusil. Leurs paroles sont restées suspendues en l'air, tranchantes et laides, aspirant l'oxygène de la pièce. Chaque élément de mon entraînement, chaque once de discipline, me hurlait de garder mon sang-froid,
de ne pas leur donner la réaction émotionnelle dont elles rêvaient. Une cible émotionnelle est une cible facile. J'ai pensé à Kaline. À son visage lors de notre dernier appel vidéo, fatigué et couvert de sable, mais qui s'illuminait en me voyant. Cette pensée fut mon armure. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon vin. Laissant le silence s'allonger, les forçant à attendre. Puis, j'ai soutenu le regard de Geneviève, ma voix égale et calme. Kaline est tombé amoureux de la personne que je suis, et non de la version que vous souhaiteriez que je sois. Cette seule phrase fut le détonateur. Espèce de petite effrontée, a hurlé Geneviève. Le masque de l'élégance de la haute société s'est évaporé, révélant la haine brute et sans filtre qui se cachait en dessous. Son visage s'est couvert de plaques rouges. Ses lèvres se sont retroussées sur ses dents. Elle a bougé plus vite que je ne l'avais anticipé. Sa main a volé à travers la table. Ce n'était pas seulement une gifle. C'était une bousculade. Un coup calculé, destiné à me déséquilibrer. La force du coup a fait déraper ma chaise en arrière, sur le sol de marbre. L'arrière de ma tête a heurté le mur en chaîne dure, avec un bruit sourd et écœurant. Une douleur aiguë et aveuglante m'a traversé la colonne vertébrale. Mais, ce n'était rien comparé à l'humiliation, qui brûlait 1000 fois plus fort. Je suis un soldat. J'ai été entraîné à endurer les conditions les plus dures imaginables, à surmonter une douleur qui briserait la plupart des gens. Mais aucun exercice d'entraînement, aucune simulation de survie militaire, ne pourra jamais vous préparer à une agression physique, venant de la femme que vous êtes censé appeler mère. C'était la violation d'une loi fondamentale de la nature. Dans la fraction de seconde qui a suivi l'impact, j'ai vu un éclair de panique dans ses yeux. Non pas des remords pour son geste, mais la peur primaire d'un prédateur, qui vient de réaliser que son attaque a peut-être eu des témoins. Avant même que les étoiles ne cessent d'exploser derrière mes yeux, Sérafina était là. Debout au-dessus de moi, tel un vautour qui tourne en rond. Son visage était tordu en un rictus de pur triomphe. Elle m'a dévisagé, les yeux fixés sur les décorations épinglées sur la poitrine de mon uniforme de service vert olive. La Silver Star, pour bravoure au combat. La Bronze Star, pour service méritoire en zone de combat. La Purple Hat, pour avoir été blessé par l'ennemi. Des médailles que mon mari m'avait fièrement et doucement épinglées lui-même. Ses doigts effleurant le tissu avec révérence. Poubelle, a-t-elle chuchoté, la voix chargée de venin. Et puis, elle a craché. Le bruit a été obscène dans la pièce silencieuse. Un épais crachat de salive a atterri en plein sur l'uniforme. Glissant le long du tissu olive foncé, pour venir se poser sur la bande patronymique blanche, juste sur les lettres d'imprimerie et plan Paul. Ce n'était pas qu'une insulte personnelle. C'était une profanation, un sacrilège. Ils avaient souillé l'uniforme, le symbole même de l'honneur pour lequel moi, et des milliers d'autres soldats, marins, aviateurs et marines, avions saigné, combattu et donné nos vies. Une rage glaciale, pure et limpide, a déferlé dans mon corps. Ce n'était pas une colère chaude et désordonnée. C'était la fureur froide et concentrée d'un tireur d'élite, verrouillant sa cible. Ma respiration s'est régularisée. Mon rythme cardiaque s'est stabilisé. La douleur dans ma tête s'est estompée pour devenir une palpitation sourde. Le monde a gagné en netteté, devenant clair comme du cristal. De l'autre côté de la pièce, Tristan, le plus jeune, a laissé échapper un rire ravi et haletant. Son smartphone tenu haut, son objectif tel un œil rouge malveillant, capturant chaque instant pour son futur divertissement. À cet instant précis, ils ont cessé d'être une famille. Ils sont devenus des objectifs, des cibles hostiles. Et ils n'avaient aucune idée que, même au cœur du chaos, un soldat cherche toujours l'une de ces deux choses, une stratégie de sortie, ou une arme. Le chaos de la salle à manger a semblé s'estomper en un rugissement sourd et lointain. Les palpitations à l'arrière de mon crâne sont devenues un battement de tambour régulier et rythmé. Mais la rage froide et claire me maintenait stable. Mes yeux, cependant, étaient fixés sur la tache laide et luisante sur mon uniforme. C'était un point de focalisation, une encre dans la tempête du présent. Et, alors que je fixais cette violation, cette marque délibérée de profanation sur le non-pôle, mon esprit s'est détaché du champ de bataille actuel, et s'est replié dans les archives du passé, cherchant les origines de cette guerre, que j'ignorais être en train de mener. Le premier souvenir qui a fait surface, fut un moment de pure fierté. Je me tenais dans ma chambre d'enfant, dans notre petite maison de l'Ohio. L'odeur du pot-au-feu disparu de ma mère,
semblait encore s'attarder dans le papier peint à fleurs. La pièce était la même, mais j'étais différente. Je me regardais dans le miroir en pied, que mon père avait monté derrière la porte, et je voyais une étrangère que j'avais travaillé toute ma vie à devenir. C'était le jour où l'on m'a remis mon uniforme vert de l'armée, pour la première fois. Je me souvenais du poids de la laine sergée sur mes épaules, du bruissement satisfaisant du tissu lorsque je bougeais. Ce n'était pas qu'un vêtement, c'était un manteau. Chaque pli impeccable, chaque bouton en laiton étincelant, chaque insigne placé avec précision, était le témoignage d'un serment que j'avais prêté. Un serment de service, de sacrifice et d'honneur. Mon père, un ouvrier métallurgiste à la retraite, avec des mains aussi noueuses et fortes que de vieilles racines de chêne, se tenait sur le pas de la porte. C'était un homme de peu de mots. Ses émotions avaient été forgées et trempées dans les hauts fourneaux, qui avaient défini sa vie. Mais, quand il a vu sa fille, reflétée dans ce miroir, son calme silencieux s'est brisé. Ses yeux, du même bleu clair que les miens, se sont remplis de larmes. Elles ont tracé des chemins propres, à travers les légères taches de graisse, qui ne partaient jamais tout à fait au lavage. Sa voix était lourde d'une émotion, que je l'avais rarement entendue exprimer. « Tu portes tout le pays maintenant, Alina » avait-il dit. Sa main effleurant brièvement l'écusson du drapeau américain sur ma manche, comme s'il s'agissait d'une sainte relique. N'oublie jamais ce que ça veut dire. Maintenant, ce même uniforme, symbole des larmes de mon père et de la confiance d'une nation, était souillé. Souillé par la haine désinvolte de personnes, qui n'avaient jamais connu une seule journée de labeur honnête, ou une seule seconde de sacrifice, pour qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Le contraste était un coup physique, aussi réel et aussi douloureux, que celui que Geneviève venait de m'infliger. Ce souvenir en a déclenché un autre, plus froid. La première fois que Kalin m'a emmené à Greenwich. Le domaine des Ashworth n'était pas une maison. C'était une forteresse de richesse, imposante et totalement dépourvue de chaleur. Des pelouses manucurées se déroulaient comme un tapis vert stérile, et la maison elle-même semblait regarder le monde avec un dédain aristocratique. À l'intérieur, c'était un musée rempli de meubles inconfortables et de règles tacites. Geneviève m'avait jaugé de la tête aux pieds. Ses yeux procédant à une évaluation clinique, comme si j'étais un insecte étrange qu'elle avait trouvé rampant sur ces sols en marbre. Sérafina, suintant la condescendance, m'avait demandé avec un sourire mielleux, si je savais quelle fourchette utiliser pour la salade. Sa question était une insulte à peine voilée, une façon de me marquer comme une intruse. Plus tard dans la soirée, dans la chambre d'amis stérile, qui ressemblait plus à une cellule de prison de luxe, Kalin s'était excusée. Son visage était marqué par un mélange d'amour et de frustration. « Laisse-leur juste du temps, Ali » m'avait-il supplié. Sa voix était pleine d'un espoir désespéré, que je reconnais aujourd'hui comme tragique. Ils verront à quel point tu es incroyable. Je te le promets. Et je l'avais cru. Moi, un soldat entraîné à identifier les menaces et à évaluer les environnements hostiles, j'avais marché de mon plein gré, dans l'embuscade la plus évidente de ma vie. J'étais naïve. Je pensais que ma patience, ma sincérité, mon amour inébranlable pour leur fils, pourraient d'une manière ou d'une autre, éroder la montagne de leurs préjugés. J'avais bêtement cru que notre amour était une force assez puissante pour tout conquérir. J'avais pris son amour pour un bouclier, alors qu'à leurs yeux, c'était la chose même qui faisait de moi une cible. Les souvenirs continuaient d'affluer. Chacun ajoutant une nouvelle pièce à la carte de l'injustice. Le jour de notre mariage. Ce n'était pas dans une grande église, avec un millier d'invités. C'était par un après-midi humide d'avril, dans une salle d'audience étouffante et impersonnelle de Fayetteville, en Caroline du Nord. L'air y sentait le vieux papier et le désinfectant bon marché. Nos seuls invités étaient nos deux meilleurs amis, un camarade sergent, et sa femme, qui nous servaient de témoins. Il n'y avait pas de robe blanche fluide, pas de gâteau immense, pas de quatuor à cordes. Il n'y avait que Kalin et moi. Tous deux dans nos uniformes de cérémonie, debout devant un juge de paix. Nous avons échangé nos vœux, promettant d'être le frère d'armes de l'autre, dans les bons comme dans les mauvais moments, pour le reste de nos vies. C'était le moment le plus honnête et le plus authentique de ma vie. Les Ashworth ont refusé de venir. Ils ont envoyé un coursier, avec une coûteuse carte de couleur crème, froide au toucher. Le message à l'intérieur était encore plus glacial. Nous te souhaitons le meilleur, pour ton choix. Pas le choix de notre fils. Ton choix. Comme si Kalin avait été la victime passive de mes manigances.
J'avais vu l'éclair d'une profonde blessure dans les yeux de Kalin, avant qu'il ne la masque avec un sourire, pour moi. Ils m'avaient choisi au lieu de leurs attentes, au lieu de leur dynastie. Et pour cela, j'avais été jugé et déclaré coupable. Ils ne me le pardonneraient jamais. Ce torrent de souvenirs m'a finalement ramené à quelques jours en arrière. Au dernier appel vidéo avec Kalin. Son visage était pixelisé et dans l'ombre, la connexion étant décalée, depuis l'autre bout du monde. Il avait l'air épuisé. La mâchoire serrée par le stress constant du déploiement, une fine couche de poussière du Moyen-Orient accrochée à sa peau. Mais, au moment où mon visage est apparu sur son écran, ses yeux se sont illuminés d'un amour si pur et si puissant, que j'ai pu le ressentir physiquement. Une présence qui traversait les milliers de kilomètres qui nous séparaient. « Est-ce que tu vas bien ? Est-ce qu'il se comporte bien ?» avait-il demandé. Sa voix était rugueuse de fatigue, mais aiguë d'inquiétude. Il les connaissait. Il savait de quoi ils étaient capables. Et j'ai menti. J'ai regardé dans les yeux de l'homme que j'aimais plus que ma propre vie, et j'ai menti pour le protéger. Tout va bien, chérie. Je peux les gérer, avais-je répondu, en forçant un sourire joyeux. Je ne voulais pas ajouter le poids de la guerre familiale, au fardeau de celle qu'il combattait déjà. Moi, un sergent des forces spéciales, un soldat entraîné pour la guerre non conventionnelle, je pensais pouvoir gérer ce front domestique toute seule. J'avais sous-estimé l'ennemi de manière catastrophique. Il ne se battait pas avec des fusils ou des explosifs. Leur arme de prédilection était la cruauté, un poison lent et silencieux. Et c'était une arme capable de transpercer n'importe quelle armure. Dans le calme qui a suivi cette soirée-là, la rage froide qui s'était cristallisée en moi ne s'est pas dissipée. Elle s'est installée profondément dans mes os, devenant une compagne silencieuse et vigilante. La carte des injustices passées était désormais mise à nu. Et avec cette clarté, est venue une acceptation silencieuse et résolue de ma réalité. J'étais seul. La vie que je menais avec Kalin était à des années-lumière de celle habitée par les Ashworth. Et en son absence, j'étais un agent solitaire, sur un front hostile. Les souvenirs de leur cruauté systémique sont devenus la base d'un nouveau type de programme d'entraînement. Un programme conçu non pas pour un champ de bataille à l'étranger, mais pour survivre dans la guerre froide, qu'ils menaient contre moi depuis des années. La première épreuve de cette survie est arrivée avec les fêtes. Je me souviens de notre première saison de Noël en tant que couple marié, avec une clarté particulièrement glaciale. Kalin effectuait sa deuxième mission en Afghanistan. Les Ashworth, comme je l'avais appris par un magazine mondain sur papier glacé laissé à la bibliothèque de la base, organisaient une somptueuse fête d'une semaine. Dans leur chalet de ski, à Aspen. Les photos les montraient en train de trinquer avec des coupes de champagne, drapées de cachemire, entourés de dizaines d'amis riches et souriants. Il n'y avait aucune photo de Kalin. Aucune mention du fils et du frère, servant son pays à l'étranger. Et, bien sûr, il n'y avait aucune invitation pour sa femme. J'ai passé le réveillon de Noël seul, dans notre petit appartement de 2 chambres, juste en dehors de la base, à Fayetteville. L'air était lourd du silence d'une centaine d'autres familles, à qui quelqu'un manquait. J'ai mangé un triste dîner surgelé de dinde pour une personne, le genre qui est présenté dans une barquette en plastique noir. Et j'ai regardé Jimmy Stewart retrouver sa volonté de vivre, dans « La vie est belle ». L'ironie était presque insupportable, lorsque l'appel de Kalin a finalement été établi, la connexion grésillant sur un téléphone satellite. J'ai affiché un grand sourire joyeux. On s'amuse vraiment bien, ai-je menti, les mots ayant un goût de cendre. Ma copine Sarah a toute sa famille en ville. Sa mère a fait un énorme jambon glacé au miel. J'ai peint un tableau vivant d'un foyer chaleureux et animé, où je ne me trouvais pas, parce que je ne pouvais pas supporter de gâcher son unique moment de paix avec la vérité. La vérité, c'était que sa famille m'avait rendu invisible. Et que la solitude que je ressentais, dans cet appartement silencieux, était plus froide et plus profonde, que n'importe quelle neige de décembre, recouvrant les montagnes du Connecticut. Leur campagne d'isolement n'était pas seulement sociale, elle était stratégique. Quelques mois plus tard, ma vieille Jeep Wrangler, un véhicule qui avait vu plus de boue que de goudron, a fini par rendre l'âme. La transmission était morte. Le devis du mécanicien affichait un chiffre astronomique. Bien plus que ce que j'avais sur mon compte épargne. D'une manière ou d'une autre, Geneviève l'a découvert. Elle m'a appelé. Sa voix suintait une douceur synthétique, qui m'agaçait au plus haut point. « Alina, ma chérie, j'ai entendu parler de tes problèmes de voiture,
a-t-elle ronronné. Ne te fais pas de soucis dans ta jolie petite tête. Je vais te faire un virement. Considère ça simplement, comme un petit cadeau de ma part. J'ai tenu le téléphone, les jointures blanches. Je savais ce que c'était. Ce n'était pas un cadeau. C'était une laisse. C'était une chaîne, qu'elle pourrait utiliser pour me tirer, pour me contrôler, pour m'endetter envers elle. Elle voulait que j'aie besoin d'elle. Parce qu'avoir besoin d'elle, signifiait qu'elle posséderait une partie de moi. Merci pour la proposition, Geneviève, ai-je dit. Ma voix était polie mais ferme. Mais je gère la situation. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester. Ce mois-là, j'ai pris des gardes le week-end, dans un bar miteux situé juste à l'extérieur de la base. Le genre d'endroit avec des sols collants, et une odeur persistante de bière rance. Pendant 4 week-ends d'affilée, j'ai servi des bières, et essuyé des tables. J'avais le dos en compote, et les pieds qui hurlaient de douleur. Je rentrais chez moi bien après minuit, les mains sentant l'eau de javel et la friture. Mais, à la fin du mois, je suis entré chez ce mécanicien, et j'ai payé les réparations en espèces. Mes mains étaient à vif et calleuses, mais mon respect de moi-même était intact. C'était une petite victoire, mais c'était la mienne. Au milieu de ces longs et froids mois d'endurance silencieuse, un colis est arrivé. Une simple boîte en carton cabossé, sur laquelle figurait l'écriture familière de Caline, couverte de rubans adhésifs des douanes, et provenant d'une adresse de l'armée. Mes mains ont légèrement tremblé en l'ouvrant. À l'intérieur, nichée dans du papier journal froissé, se trouvait une écharpe en soie. C'était de la nuance de bleu céruléen, la plus brillante que j'ai jamais vue. Douce et incroyablement chaude au toucher. Glissée à l'intérieur, se trouvait une lettre manuscrite sur un morceau de papier froissé. J'ai acheté ça dans un marché près de la base, a-t-il écrit. Le vieil homme qui me l'a vendu a dit, ce bleu est la couleur de l'espoir. Je t'envoie tout mon espoir, Ali. Reste au chaud. J'ai enroulé l'écharpe autour de mon cou, enfouissant mon visage dans le tissu doux. Elle sentait légèrement son odeur, la poussière et le sel, et quelque chose d'unique à Caline. Et je suis resté là, au milieu de ma cuisine silencieuse, et j'ai pleuré. C'était la première fois que je pleurais, depuis son départ en mission. Ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement sur moi-même ou de solitude. C'étaient des larmes de gratitude écrasantes. Je pleurais, parce que j'étais aimé. Frossement. Inconditionnellement. Son amour était ma forteresse. Le seul bastion qu'il ne pourrait jamais franchir. Au lieu de laisser leur isolement me briser, je l'ai transformé en un creuset. J'ai commencé à considérer ma vie, non plus comme une période d'attente, mais comme un terrain d'entraînement. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, je courais 10 miles. L'air froid de la Caroline du Nord brûlait mes poumons. Je poussais mon corps jusqu'à ses limites absolues, pour que mon esprit n'ait aucune place pour le désespoir. J'ai passé des heures au stand de tir. La concentration précise et méthodique sur la cible, vidait ma tête du bruit toxique des Ashworth. Le claquement sec du fusil, le recul contre mon épaule. C'était une forme de thérapie. J'ai lu tout ce qui me tombait sous la main. Des livres sur la stratégie militaire, sur la psychologie, sur les tactiques de leadership de grands personnages, qui avaient affronté des probabilités impossibles. Je ne restais pas seulement en forme, pour mon prochain déploiement. Je forgeais, sans m'en rendre compte, les armes dont j'aurais besoin, pour la guerre qui se déroulait déjà, sur mon propre sol. Les Ashworth pensaient que leur silence et leur exclusion m'affaibliraient. Que cela me rendrait petite et désespérée. Mais, ils avaient tort. L'isolement ne fait pas que tester votre force, il la révèle. Et dans ce creuset solitaire, je ne m'affaiblissais pas. J'étais en train d'être forgé, comme de l'acier. L'acier est forgé dans le feu, puis trempé dans l'eau. Mon isolement était le feu, me durcissant, façonnant ma résolution. Mais, une personne ne peut pas vivre dans le feu pour toujours. Il y avait des jours, où le silence dans mon petit appartement, n'était pas un terrain d'entraînement, mais un poids écrasant. Des jours où les 4 murs semblaient se refermer sur moi, et où ma seule compagnie, était le fantôme de la présence de mon mari. C'est lors de l'une de ces journées, où le calme est devenu trop bruyant à supporter, que j'ai trouvé mon eau. J'ai trouvé mon apaisement. C'était un petit restaurant sans prétention, à quelques kilomètres de la base, niché dans un centre commercial miteux. L'enseigne, qui grésillait avec un néon défectueux, affichait « la cantine du soldat ».
C'était le genre d'endroit devant lequel on pouvait facilement passer 100 fois, sans s'en apercevoir. Mais, ce jour-là, j'ai garé ma Jeep sur le parking, n'ayant besoin de rien d'autre que d'être entouré par le bavardage anonyme d'inconnus. Dès l'instant où je suis entré, l'odeur chaude et réconfortante d'ail, de café et de bacon grillé, m'a enveloppé comme une couverture. L'endroit était tenu par une femme, qui semblait être un élément permanent derrière le comptoir. Elle avait la soixantaine, avec un nuage de cheveux noirs essayant de s'échapper de son chignon, et des mains perpétuellement saupoudrées de farine. Elle s'appelait Maria. Son sourire était aussi chaleureux et sincère, que la vapeur s'élevant des cafetières, et il atteignait ses yeux bons et complices. Elle ne me connaissait pas. Mais la première fois que je suis entré, vêtu de mon treillis, elle a jeté un regard sur mon visage, et a semblé tout comprendre. Elle a simplement essuyé ses mains sur son tablier, a montré du doigt une cabine usée dans le coin, et m'a dit d'une voix à la fois graveleuse et mélodique, « Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Assieds-toi. Je vais te faire des lasagnes. » Je n'avais pas l'énergie pour discuter. Je me suis glissé dans la cabine, et je suis resté assise là en silence, tandis qu'elle m'apportait une assiette débordante des meilleures lasagnes, que j'ai jamais goûtées. Riche en fromage, et avec une sauce qui semblait avoir mijoté depuis des générations. J'ai mangé lentement. Et, pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que de la solitude ou de la colère. Pour la première fois, je me suis senti à la maison. Ce restaurant est devenu mon refuge, ma base d'opération avancée, dans la guerre d'usure contre ma propre solitude. Maria ne m'a jamais posé de questions sur mes beaux-parents. Elle ne s'est jamais immiscée dans ma vie, ou dans le déploiement de câlines. Mais elle savait. C'était une femme dont le propre mari, un sergent-major de commandement, avait été tué par une bombe artisanale en Irak. Elle avait un sixième sens pour les blessures invisibles, que portent les soldats et leurs familles. Parfois, je m'asseyais juste au comptoir, sirotant une tasse de café noir, et elle travaillait dans un silence confortable, s'arrêtant seulement pour placer une assiette avec un canolo chaud devant moi. Parfois, m'a-t-elle dit un après-midi, de dos, alors qu'elle pétrissait une montagne de pâtes. Le combat le plus dur, ce n'est pas là-bas. C'est juste ici. Elle a tapoté sa poitrine, de sa main enfarinée. Mais tu es une battante, Bambina. Je le vois dans tes yeux. Cette simple validation, cette reconnaissance silencieuse de la part d'une presque inconnue, signifiait plus pour moi que tous les compliments creux que le général Sterling avait jamais pu prononcer. Elle ne voyait pas la chercheuse d'or que Geneviève imaginait. Elle ne voyait pas un soldat inadapté socialement. Elle voyait une guerrière. Elle m'a vu, moi. Mon deuxième allié est apparu dans le seul endroit où j'allais pour exorciser mes démons, la salle de sport de la base. C'était un adjudant-chef à la retraite nommé Frank. Une montagne d'hommes, qui avait perdu sa jambe gauche sous le genou, à cause d'un engin explosif improvisé en Afghanistan. Il marchait avec une légère démarche rythmée, sur sa prothèse high-tech. Et il est devenu mon partenaire d'entraînement non officiel, et très récalcitrant. Frank ne m'a jamais offert la moindre once de pitié. La pitié, c'était une faiblesse pour laquelle il n'avait pas de temps. Au lieu de cela, il m'a offert un défi. Il me voyait sur le banc de développé couché, et aboyait, « C'est tout ce que tu as, Paul ? L'ennemi ne va pas t'attendre, pour que tu prennes une pause pour boire. » Il me poussait à bout, m'insultait, et rivalisait avec moi. Nous partagions des histoires de guerre entre les séries. Les drôles, les stupides, et parfois celles qui faisaient encore mal. Nous communiquions dans le langage brut et sans filtre des soldats. Un lien forgé dans le sacrifice partagé, et l'humour noir. Maria et Frank. L'épouse de guerre italo-américaine, qui nourrissait mon âme. Et le vieux vétéran invalide et bourru, qui aiguisait mon esprit. Ils sont devenus ma famille. Non pas une famille de lignée et de comptes en banque. Mais une famille bâtie sur les fondations du respect mutuel, et de cicatrices partagées. Ils étaient la famille que j'avais choisie. La famille qui m'avait choisi. Un soir, après une séance particulièrement éreintante, Frank m'a jeté un livre sur les genoux. Ma femme m'oblige à lire ces trucs. Tu devrais probablement le lire aussi, a-t-il grommelé, en essayant d'avoir l'air agacé. Mais j'ai vu la lueur d'inquiétude dans ses yeux. Le livre s'intitulait Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai lu. J'ai dévoré chaque mot. Je me suis revu sur chaque page. Le stoïcisme, le refus de montrer la moindre faiblesse,
l'armure que j'avais si soigneusement construite autour de mon cœur. J'ai réalisé que mon silence, ma détermination à tout gérer toute seule, n'était pas seulement de la force. C'était aussi une forme de peur. La peur d'être un fardeau. La peur d'être perçu comme faible. Brené Brown écrivait, « La vulnérabilité ne consiste pas à gagner ou à perdre. C'est avoir le courage de se montrer, et d'être vu, alors que nous n'avons aucun contrôle sur le résultat. » Les mots m'ont frappé comme une force physique. Ils m'ont donné l'autorisation de ressentir autre chose, que de la rage ou de la détermination. Ils m'ont donné la permission d'être humaine. Cela me fait penser à tous les Maria et les Franck qui existent dans le monde. Ces personnes, qui interviennent et deviennent la famille dont nous avons besoin, juste au moment où nous en avons le plus besoin. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, quelqu'un qui vous a vu quand vous vous sentiez invisible, je veux que vous cliquiez sur ce bouton j'aime en ce moment même, en son honneur. Et, dans les commentaires ci-dessous, écrivez simplement le nom de la personne de votre famille de cœur. Remplissons cet espace avec leur nom. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai pris une feuille de papier et un stylo. J'ai écrit une longue lettre à Kaline. Je lui ai tout raconté. Le Noël à Aspen, la Jeep en panne, les cruautés subtiles et constantes. J'ai écrit jusqu'à ce que j'ai une crampe à la main, et que le papier soit taché de larmes, que je ne savais même pas qu'il me restait à pleurer. J'ai plié la lettre, je l'ai scellée dans une enveloppe. Mais je ne l'ai pas envoyée. Je n'en avais pas besoin. Le simple fait de l'écrire, de m'autoriser enfin à être vulnérable sur la page, m'avait déjà libéré. C'était ma propre déclaration de courage. Mon premier pas vers une plus grande audace. La paix fragile, que j'avais construite dans mon petit coin de Caroline du Nord, la chaleur trouvée au comptoir de Maria, et la force forgée à la salle de sport avec Franck, ont été brisées par la sonnerie stridente et importune de mon téléphone. J'ai vu le nom s'afficher sur l'écran. Geneviève Ashworth. Et une peur glaciale m'a envahi. Pendant une seconde idiote et fugace, une infime partie naïve de moi s'est demandé si c'était le grand moment. Les excuses. Le rameau d'olivier. La partie de mon cœur, qui croyait encore en la famille, a osé espérer. J'avais tort. Alina, ma chérie. Sa voix se glissait à travers le téléphone, enrobée d'une couche de douceur si épaisse, que c'en était alarmant. C'était la voix qu'elle utilisait lorsqu'elle déplaçait ses pions, sur un échiquier. Je pensais juste à toi. Ça doit être tellement triste là-bas, toute seule. La famille organise une petite réunion ce week-end, au Yacht Club. On adorerait que tu sois là. Nous voulons vraiment arranger les choses. Chaque instinct, aiguisé par des années d'entraînement militaire, m'a hurlé à l'esprit. Embuscade. Danger. Piège. Ce n'était pas un rameau d'olivier. C'était un appât. Mais ensuite, les mots de Brené Brown ont résonné dans mon esprit. Le courage de se montrer et d'être vu. Je m'étais caché. Survivant, dans mon exil volontaire. Mais le courage ne consiste pas à éviter le combat. Il s'agit de choisir ses propres conditions d'engagement. Mes conditions avaient changé. Je n'allais plus me présenter, dans l'espoir d'être accepté. Cette fois, je m'y rendrais, pour une mission de reconnaissance. J'allais recueillir des renseignements. C'est très gentil à vous, Geneviève, ai-je répondu, ma voix parfaitement égale et contrôlée. Je serais ravi de venir. Quand je l'ai annoncé à Maria, alors qu'elle essuyait le comptoir du restaurant, elle s'est arrêtée, le chiffon en l'air. Ses yeux chaleureux se sont remplis d'une profonde inquiétude maternelle. Elle a tendu la main, et a serré la mienne. « Fais attention, Bambina », a-t-elle murmuré, la voix basse et sérieuse. Un loup ne change jamais de peau. Il apprend juste à porter de meilleurs vêtements de mouton. Le Greenwich Yacht Club était l'incarnation physique de l'arrogance des Ashworth. Un temple de l'argent ancien qui s'étalait, perché sur le détroit de Long Island. De rutilants voiliers blancs, se balançaient dans la marina. Les membres, uniformément vêtus de lin blanc et bleu marine impeccable, déambulaient sur des pelouses manucurées. Parlant avec ce ton nasal distinctif de l'élite de la Nouvelle-Angleterre. Un son qui m'a toujours exaspéré. Les Ashworth m'ont accueilli avec des baisers en l'air, qui n'ont jamais fait contact. Et des sourires aussi éclatants et faux, que du zirconium. Alors qu'ils me guidaient à travers la foule, j'ai senti la vague de jugement me suivre. J'étais un corps étranger, dans leur monde immaculé.
Ma simple robe bleu marine, et ma posture militaire, étaient scannées par une centaine de paires d'yeux. Les murmures formaient un SM persistant. Est-ce que c'est la femme soldat de Kaline? Elle a l'air tellement pas à sa place. Geneviève doit être mortifiée. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était un tribunal public. Une parade de la honte, soigneusement orchestrée pour renforcer mon statut d'outsider. Mais, je n'étais plus la même femme, que celle qui était entrée pour la première fois chez eux. J'ai gardé la tête haute, répondant à leur regard condescendant, par une froide neutralité. Je me suis déplacé, avec la confiance tranquille de quelqu'un, qui a affronté bien pire que quelques mondains prompts au jugement. Après une heure de cette performance étouffante, le général Sterling m'a guidé, vers un coin isolé de la véranda. Il m'a offert un verre de scotch, que j'ai poliment refusé. Alina, a-t-il commencé. Sa voix était un grondement bas et conspirateur. Son ton, d'homme à homme. Geneviève et moi en avons discuté. Nous pensons qu'il est temps pour Kaline, de penser à son avenir. Il y a un poste de cadre supérieur, qui l'attend chez Ashworth Holdings. Une vraie carrière, pas de l'aventurisme. Il a fait tourner le liquide ambré, dans son verre. Et bien sûr, en tant que sa femme, tu serais très bien prise en charge. Un siège permanent, au conseil d'administration du Trust familial Ashworth. Il l'a dit avec tellement de désinvolture. Comme si toute la vie et la carrière de mon mari, n'étaient qu'un actif de plus à gérer. Nous sommes prêts à laisser le passé derrière nous, a-t-il poursuivi. Ses yeux brillaient de la froide certitude, d'un homme qui croyait que tout a un prix. Si tu peux être raisonnable, et persuader Kaline de prendre la bonne décision, pour la famille. Elle était là, la pilule empoisonnée, enveloppée dans une feuille d'or. Ce n'était pas une offre. C'était un pot de vin. Une tentative flagrante et insultante, d'utiliser leur fortune pour dépouiller mon mari, de la seule chose à laquelle il tenait plus que tout, son service, son honneur, son identité de soldat. Il voulait l'acheter. Et il pensait que j'étais le courtier. Une colère froide et nette est montée dans ma poitrine. L'honneur de mon mari n'est pas à vendre, général, ai-je répondu. Ma voix était calme, mais dure comme l'acier. Le masque d'affabilité est tombé de son visage, remplacé par un éclair de fureur brute. Sa mâchoire s'est serrée. Juste au moment où il allait parler, Tristan s'est matérialisé à ses côtés. Tout en sourire hypocrite. Il tenait son smartphone levé, l'inclinant comme pour faire un selfie. Mais son pouce planait, au-dessus du bouton d'enregistrement. J'ai vu le petit voyant rouge clignoter. « Ouah, c'est tellement ingrat de ta part, Alina, a déclaré Tristan. Sa voix était juste assez forte, pour que le groupe d'amis de Sterling, qui se tenait à proximité, puisse entendre. Ma famille te tend un rameau d'olivier, et tu le repousses. À cet instant, toute l'opération est devenue limpide. L'appel téléphonique mielleux. Le rassemblement public. L'offre empoisonnée. C'était une attaque coordonnée. Il cherchait à me provoquer, pour obtenir une explosion d'émotions, que Tristan pourrait filmer. La vidéo serait ensuite montée et manipulée, pour créer le récit d'une mégère agressive et instable, issue de la classe ouvrière, qui ne savait pas apprécier leur générosité. J'ai regardé le visage suffisant de Tristan, puis la rage bouillonnante de Sterling. Je n'ai pas haussé le ton. Je ne leur ai pas donné cette satisfaction. J'ai simplement soutenu leur regard. Je vois, ai-je dit, ma voix posée et analytique. C'est une opération psychologique. Très amateur d'ailleurs. J'ai tourné les talons face à leur visage stupéfait et furieux, et je suis parti. Je les ai laissés planter là sur la véranda. Leur plan en ruine. Leur appât intact. La bataille était loin d'être terminée, mais je venais de remporter une escarmouche décisive. Et je savais, avec une certitude absolue, que leur échec ne ferait que les rendre plus désespérés. Après le fiasco du Yacht Club, un feu silencieux et déterminé s'est mis à brûler en moi. J'ai canalisé cette énergie, cette fureur froide, vers quelque chose de significatif. Pendant des mois, Maria, Franck et moi, avions consacré chaque moment libre de nos vies, à organiser une petite vente aux enchères caritatives. Notre mission était simple, mais sacrée, récolter des fonds pour l'organisation des familles Gold Star. C'est une association à but non lucratif, qui soutient les familles des militaires tombés au champ d'honneur. Cet événement représentait bien plus qu'un simple projet à mes yeux.
C'était personnel. C'était un hommage. Nous dédions ces enchères à la mémoire du sergent David Davey Jones, le meilleur ami de Kalin, son frère d'armes, qui avait été tué au combat il y a 2 ans. Davey avait été le témoin à notre mariage, au palais de justice. C'est lui qui m'avait promis de toujours veiller sur Kalin. Il a tenu cette promesse, jusqu'à son tout dernier souffle. Pour moi, cet événement était une terre sacrée. C'était un petit coin du monde, où l'honneur et le sacrifice étaient les seules monnaies qui comptaient. L'arrière-salle du restaurant de Maria était devenue notre quartier général. Elle était remplie d'objets donnés. Un ballon de football signé par l'entraîneur du lycée local. Une couverture faite à la main, par un groupe d'épouses de militaires. Un chèque cadeau pour un week-end de pêche, offert par un marine à la retraite. C'était une collection d'offrandes sincères. Le témoignage du respect d'une communauté, pour ceux qui sont tombés au combat. Il ne s'agissait ni de glamour, ni de prestige. Il s'agissait de se souvenir. Il s'agissait de prendre soin des nôtres. Puis, 2 jours avant l'événement, le serpent s'est glissé de nouveau dans mon sanctuaire. Un email est apparu dans ma boîte de réception. L'expéditrice était l'assistante personnelle de Geneviève. L'objet indiquait un partenariat généreux. Mon cœur s'est serré, avant même que je l'ouvre. Le courriel était d'une jovialité écœurante. Et rédigé, dans un langage d'entreprise glaciale. Madame Ashworth est ravie d'annoncer son intention de devenir le sponsor principal de votre charmant événement, commençait-il. Elle a déjà pris les dispositions nécessaires pour que le logo de l'entreprise Ashworth Holdings soit affiché en bonne place. Sur la bannière de la scène principale. Ainsi que sur tous les supports de l'événement. Une équipe de relations publiques sera également sur place. Pour documenter la généreuse contribution de la famille à des fins de diffusion dans les médias. J'ai dû le lire 3 fois. Ma vue s'est brouillée. Les mots dansaient sur l'écran. Mais leur signification était brutalement claire. Ils ne proposaient pas leur aide. Ils orchestrent une OPA hostile. Ils voulaient placarder leur logo d'entreprise souillé sur la mémoire de Davey. Ils avaient l'intention d'utiliser le profond chagrin des familles de militaires comme toile de fond pour un coup de relations publiques. Une opération de communication à bas prix pour redorer leur image publique. Ils essayaient d'acheter leur entrée dans un monde d'honneur qu'ils ne pourraient jamais comprendre. Et en faisant cela, ils le profanaient. Ils voulaient cracher sur quelque chose d'autre que je considérais comme sacré. C'en était trop. La dernière ligne avait été franchie. Le barrage soigneusement construit de Martenu, qui avait contenu des années d'affronts, d'insultes et de cruauté, a fini par céder. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je suis monté dans ma Jeep, et j'ai conduit. Les 2 heures de route jusqu'à Greenwich se sont écoulées comme dans un rêve. Je n'ai pas entendu la musique à la radio. Je n'ai pas vu les feuillages d'automne de la campagne du Connecticut. Tout ce que je voyais, c'était rouge. Une rage froide, concentrée et tactique, s'est emparée de moi. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était une profanation. Et il venait de déclarer la guerre à la mémoire de mes amis. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai poussé la lourde porte en chêne de la demeure des Ashworth, et je suis entré directement. La famille était réunie dans l'immense salon, sirotant des cocktails l'après-midi, et riant d'une blague stupide. Ils ont levé les yeux. Leur sourire se figeant sur leur visage, lorsqu'ils m'ont vu. Je devais ressembler à l'ange de la mort. Dégagé de mon événement, ai-je lancé. Ma voix était basse, dénuée de toute émotion. Elle était aussi froide et tranchante qu'un éclat de glace. Geneviève fut la première à se remettre. Elle laissa échapper un petit rire condescendant. Un tintement qui m'agaçait les nerfs. Ne sois pas si naïve, Alina. Nous t'aidons. Le nom Ashworth apporte du prestige. Cela t'aidera à récolter beaucoup plus d'argent que tu n'aurais jamais pu le faire toute seule. Je ne veux pas de votre argent sale, ai-je grondé. Le son s'arrachant de ma gorge. Ceci n'est pas une transaction commerciale. Il s'agit d'honneur. Séraphina, prélassée sur une méridienne en soie, s'est moquée. Elle m'a jaugé de la tête aux pieds, avec pur mépris. De l'honneur, a-t-elle ricané. Qu'est-ce que la fille d'un métallurgiste pourrait bien savoir sur l'honneur? Et ce fut le dernier mot.
Celui qui a mis le feu aux poudres. Chaque once de contrôle, chaque parcelle du soldat discipliné, que j'avais appris à être, s'est évanoui. Tout ce qui restait, c'était une fureur brute et sans filtre. L'honneur. Le mot a explosé de mes poumons. Un rugissement qui a réduit la pièce au silence, faisant trembler le cristal sur le bar. J'ai fait un pas en avant. Mes yeux étaient rivés sur Geneviève. Vous voulez que je vous parle d'honneur? Je vais vous en parler, moi, de l'honneur. L'honneur, c'est le sergent Davey Jones, qui utilise son propre corps pour protéger mon mari des tirs, et prend la balle qui lui était destinée. L'honneur, c'est mon père. Qui a travaillé pendant 3 équipes dans une aciérie, avec les mains en sang, pour que je puisse avoir la chance d'aller à l'université. L'honneur, c'est le drapeau qu'il drape sur un cercueil, et les larmes d'une mère, qui ne reverra jamais son fils. L'honneur. C'est tout ce que vous ne saurez jamais. Et c'est la seule chose, que votre argent ne pourra jamais, au grand jamais, acheter. Ma voix tremblait. Mais pas de faiblesse. Elle tremblait sous le poids de chaque injustice, chaque insulte, chaque moment de condescendance, que j'avais dû supporter de leur part. J'ai pointé un doigt tremblant, droit vers le visage pâle et choqué de Geneviève. Vous avez commis une erreur fatale, ai-je déclaré. Ma voix redescendant, dans un murmure mortel. Vous avez mis les pieds sur mon champ de bataille. Et je vous jure, qu'à partir de cet instant, mon silence est terminé. La guerre a commencé. J'ai tourné les talons. Le dos droit. Les laissant figés dans une scène de stupéfaction, qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. En franchissant cette porte, je savais ce que je devais faire. Je n'allais plus me contenter de me protéger. J'allais les anéantir. Il y a des choses dans la vie qui sont sacrées. La famille. L'amour. Et pour beaucoup d'entre nous, l'honneur de ceux qui servent et se sacrifient. Ils avaient franchi une ligne, qui n'aurait jamais dû l'être. Si vous croyez qu'il faut défendre ce genre d'honneur, appuyez sur le bouton j'aime pour chaque soldat, comme Davey Jones. Et dans les commentaires, je veux juste que vous écriviez, le seul et unique mot, que les Ashworth ne comprendront jamais, honneur. Je savais qu'ils m'avaient sous-estimé auparavant. Mais là, ils n'avaient aucune idée de l'ennemi qu'ils venaient de créer. Le trajet du retour entre Greenwich et Fayetteville, s'est résumé à 2 heures de brouillard autoroutier silencieux. Éclairé par les lampadaires, et rythmé par une concentration frémissante. La rage explosive, qui avait éclaté dans le salon des Ashworth, s'était refroidie. Se cristallisant en quelque chose de bien plus dangereux. Une certitude froide, claire, et tactique. Mes émotions avaient été un point faible. Maintenant, elles étaient mon carburant. La guerre avait été déclarée. Alors, quelle était ma première action? Dans toute opération militaire, la première étape est de sécuriser sa base et de rassembler ses atouts. Mon appartement, payé par un trust contrôlé par les Ashworth, était un territoire compromis. Donc, je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé au seul endroit que je savais sûr. Je suis entré dans le restaurant de Maria. Juste avant qu'elle ne ferme pour la nuit. Frank était assis au comptoir, sirotant une tasse de café noir. Ils ont tous les deux levé les yeux quand je suis entré. La question se lisait dans leur regard. Ils n'avaient pas besoin de poser la question. Ils l'ont vu sur mon visage. J'ai besoin d'une base d'opération sécurisée, ai-je dit d'une voix neutre. Professionnelle. C'était le même ton que j'aurais utilisé pour briefer une mission. Et j'ai besoin de mon équipe. Maria n'a pas hésité. Elle a simplement hoché la tête, détaché son tablier couvert de farine, et l'a accroché à un crochet. Le restaurant est à toi, a-t-elle dit. Tout ce dont tu as besoin. Frank a repoussé sa tasse de café. Et m'a lancé un regard sombre et déterminé. Donnez-nous simplement nos ordres, sergent. Ma base de commandement étant établie, il était temps de faire appel à mes spécialistes. Je n'ai pas appelé un avocat en premier. C'était une arme conventionnelle, pour un combat conventionnel. Ceci était bien différent. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé l'appel le plus important de la nuit. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix familière, un peu geek, ne réponde. Parle-moi, a-t-il dit. Salut, Wizard, ai-je répondu, un léger sourire effleurant mes lèvres, pour la première fois de la journée. C'est Ali. J'ai besoin que tu fasses un peu de ta magie pour moi.
Le sergent Marcus Wizard Thorne était une légende dans la communauté du renseignement électromagnétique. Nous avions été déployés ensemble il y a des années. C'était le genre de gars qui pouvait extraire un fantôme d'une machine. Je lui ai fait un résumé bref et sans fioriture de la situation. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a pas remis en question mes motivations. La seule chose qu'il a demandé, c'est « Es-tu en sécurité ?» Je le suis, ai-je confirmé. Bien. Envoie-moi l'adresse IP de leur réseau principal. Considère que c'est fait, Ali. Il a raccroché. C'était ça, la beauté de la fraternité d'armes. La loyauté est le réglage par défaut. Elle n'a pas besoin d'être méritée 2 fois. Quelques heures plus tard, alors que nous étions tous les 3 assis, dans le petit bureau arrière encombré du restaurant. Entouré de boîtes de pâtes, et de boîtes de tomates concassées. Mon ordinateur portable a émis un son, un lien crypté venant de Wizard. J'ai cliqué dessus, j'ai entré le mot de passe qu'il m'avait envoyé, et j'ai commencé le téléchargement. C'était un fichier massif. Des téraoctets de données. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Maria, en regardant par-dessus mon épaule. Les munitions, ai-je répondu. C'était tout. Des images de chaque caméra de sécurité, à l'intérieur et à l'extérieur du manoir des Ashworth, remontant à 6 mois. Pendant les heures qui ont suivi, Frank et moi sommes restés assis en silence. Le seul bruit était le bourdonnement du vieux réfrigérateur, et le clic de la souris, alors que je naviguais dans les fichiers vidéo. Maria a veillé à ce que nous ayons toujours du café frais. C'était pire que ce que j'aurais pu imaginer. Nous avons regardé une compilation de leur mépris. Nous avons vu Geneviève au téléphone avec une de ses amies. Se moquant de mon accent de l'Ohio. Nous avons vu Serafina. Trouvant le petit cadeau de Noël attentionné que je lui avais laissé. Une première édition de son livre préféré. Que j'avais déniché dans une vieille librairie. Et le jetant directement à la poubelle, avec un regard de dégoût. Nous avons vu le général Sterling, sur la véranda avec un collègue. Qualifiant le mariage de son fils, d'embarras temporaire. Et puis, nous avons trouvé les images de cette nuit-là. La nuit de l'embuscade. Tout y était. Capturé en haute définition, sous 3 angles différents. La gifle. Le crachat qui atterrit sur mon uniforme. Le rire jubilatoire de Tristan. Les mots froids et cruels. La conspiration. Frank, un homme qui avait vu le pire de l'humanité sur le champ de bataille, a laissé échapper un lent et lourd soupir. Il a secoué la tête, les yeux fixés sur l'écran. Jésus, ma fille, a-t-il murmuré, la voix chargée de dégoût. Ce n'est pas une famille. C'est un putain de syndicat du crime. Voir les preuves brutes et indéniables, c'était comme verser du sel sur une plaie. Mais c'était aussi éclairant. Cela a brûlé tout doute persistant, toute trace de sentimentalité. Cela a solidifié ma résolution, en quelque chose d'incassable. J'ai pris une grande feuille de papier de boucher, dans un rouleau que Maria utilisait pour couvrir les tables. Et je l'ai étalé sur une table. Au centre, j'ai écrit l'objectif de la mission. Cible, justice. Et les limites. À partir de ce point central, j'ai commencé à planifier ma guerre. Mon plan avancerait sur 3 fronts. Le premier était juridique. J'avais besoin d'un avocat. Mais pas n'importe quel avocat. J'avais besoin de quelqu'un de spécialisé dans les cas de violence domestique et de harcèlement. Et de préférence, un vétéran. Quelqu'un qui comprenait le langage de l'honneur. Et qui ne se laisserait pas intimider par le nom des Ashworth, ou leur équipe juridique de haut vol. Le deuxième front était la guerre de l'information. Ma stratégie ici était simple. Disparaître. Maintenir un silence absolu, et les laisser faire le premier pas. Ils avaient la vidéo montée de Tristan. Ils pensaient que c'était leur atout caché. Mes images non censurées, sous plusieurs angles, n'étaient pas juste une arme. C'était une arme nucléaire tactique. À déployer uniquement, lorsqu'elle causerait le maximum de dégâts stratégiques. Les mots de Sun DSU, que j'avais gribouillés sur un post-it, et collés sur le miroir de ma salle de bain il y a des années, me sont venus à l'esprit, connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu ne seras pas mis en péril, lors de 100 batailles. Le troisième et plus critique des fronts, était personnel. Je devais informer Kalin. Il méritait d'entendre la vérité brute et non édulcorée, directement de ma part.
Et non à travers les mensonges tordus de sa famille. Je savais qu'un appel téléphonique était trop risqué, et trop émotionnel. Il était en milieu hostile. Il devait rester concentré sur sa mission, pas sur une guerre restée au pays. Alors, j'ai ouvert ma messagerie cryptée. Et j'ai rédigé un message vers son adresse sécurisée. Je l'ai rédigé comme un rapport de situation. Concis, factuel, et droit au but. Je lui ai dit que la situation sur le front intérieur avait dégénéré. Que des actes hostiles avaient été commis par sa famille. Et que j'avais réuni des preuves, et que je procédais à des contre-mesures. Je lui ai assuré que ma sécurité personnelle était garantie, et je lui ai dit de rester concentré sur sa mission. J'ai terminé par « Je t'aime », terminé. J'ai appuyé sur « Envoyer ». À aucun moment je n'ai craint qu'il ne comprenne pas. Nous étions plus que mari et femme. Nous étions une équipe. Il aurait confiance en mon jugement. Il saurait que j'avais la situation sous contrôle. Ce combat, c'était le mien. Mais, je savais avec chaque fibre de mon être, qu'il serait là pour m'aider à le finir. Les Ashworth, acculés et paniqués, ont commis une erreur tactique classique. Ils ont sous-estimé leur ennemi. Mon silence n'était pas un signe de faiblesse. C'était de la discipline. C'était le calme avant la tempête. Et eux, dans leur arrogance, se sont jetés en plein dedans. 2 jours après ma visite, mon avocat, un colonel des marines à la retraite nommé Jackson, qui possédait le calme tranquille et prédateur d'un tireur d'élite, m'a transféré un email qu'il avait reçu. Les Ashworth organisaient une conférence de presse, dans les bureaux de Manhattan, de leur puissant cabinet d'avocats. Wizard, mon ami des services de renseignement, avait déjà opéré sa magie. Il m'a envoyé un fichier crypté, contenant la liste des invités à la conférence de presse. Ainsi que les points de discussion prévus. C'était exactement ce que j'avais prédit. Ils avaient invité une poignée de journalistes complaisants, et se préparaient à me dépeindre, comme une chercheuse d'or agressive et instable. La pièce maîtresse de leur présentation serait la vidéo soigneusement montée par Tristan. Conçue pour me faire passer pour la méchante déséquilibrée. Wizard a envoyé un message de suivi. Il planifie une exécution publique. Sois prudente, Ali. J'ai tapé une brève réponse. Ils ne préparent pas mon exécution, Wiz. Ils installent ma scène. Le jour de la conférence de presse, le colonel Jackson et moi sommes arrivés, au pied du gratte-ciel élégant et sans âme du centre de Manhattan. Nous ne sommes pas entrés. Nous avons attendu dans la Lincoln noire, garée de l'autre côté de la rue. Observant la liste triée sur le volet des journalistes, entrés dans le bâtiment. Depuis mon point d'observation, je pouvais voir la salle de conférence, à travers les grandes baies vitrées. Une estrade, un pupitre, et un grand écran derrière. Mon champ de bataille. Êtes-vous prête pour ça, sergent, a demandé Jackson, de sa voix grave. Il n'avait pas scié une seule fois, lorsque je lui avais montré les vidéos non retouchées. Il avait simplement hoché la tête, et avait dit, bien. Maintenant, on les tient. Oui, monsieur, ai-je répondu, mon cœur battant un rythme régulier contre mes côtes. L'opération est lancée. Nous avons regardé le clan Ashworth prendre place. Geneviève, vêtue de Chanel noir de deuil, tamponnait ses yeux secs, avec un mouchoir en soie. Le général Sterling se tenait raide à côté d'elle. L'image même du patriarche lésé. Tristan et Séraphina planaient derrière eux. Leurs visages arborant des masques de sombre inquiétude. C'était une performance magistrale. Geneviève s'est avancée vers le pupitre. Sa voix, tremblante de chagrin calculé, a rempli la pièce. C'est le cœur le plus lourd du monde, que nous sommes forcés d'aborder publiquement ces tristes affaires familiales, a-t-elle commencé, la voix brisée. Nous avons toujours essayé d'accueillir la femme de notre fils. Mais son instabilité récente a créé une situation qui est à la fois douloureuse et dangereuse. C'était notre signal. Jackson a fait un léger signe de tête à notre chauffeur. Nous sommes sortis de la voiture. Nous ne nous sommes pas pressés. Nous avons traversé la rue, et sommes entrés dans le hall, d'un pas délibéré. Alors que nous prenions l'ascenseur, je pouvais sentir l'adrénaline couler en moi. Pas l'adrénaline chaude et désordonnée d'une fusillade. Mais l'afflux froid et net, d'un plan parfaitement exécuté. Juste au moment où Geneviève disait, nous avons des preuves vidéo de son agression non provoquée. Que nous sommes maintenant prêts à vous montrer.
Les lourdes portes de la salle de conférence se sont ouvertes à la volée. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers l'entrée. Un halètement collectif a parcouru l'assemblée de journalistes. Le cliquetis des appareils photo s'est arrêté. Pendant un instant, il y a eu un silence absolu et assourdissant. Debout dans l'embrasure de la porte, droit comme un i, se tenait le capitaine Calin Vance. Il portait son uniforme de cérémonie complet de l'armée. La veste bleu profond. Le pantalon bleu clair. La chemise blanche et la cravate noire. Le laiton poli de sa boucle de ceinture brillait sous les lumières de la salle de conférence. Les médailles sur sa poitrine. La bronze star, la purpelate. Était un témoignage silencieux, un monde d'honneur, dont les personnes présentes dans cette salle ne savaient absolument rien. Il avait pris un vol de transport militaire spécial, et avait atterri il y a quelques heures à peine. Il était censé être à des milliers de kilomètres. La couleur s'est retirée des visages des Ashworth. C'était un spectacle saisissant. La mâchoire de Geneviève s'est décrochée. Son masque de chagrin soigneusement élaboré, se brisant en 1 million de morceaux. Les yeux de Séraphina se sont écarquillés, de terreur pure. Tristan a reculé physiquement, trébuchant d'un pas en arrière. Comme s'il avait été frappé. Le visage du général Sterling, d'ordinaire un masque d'autorité stoïque, est devenu d'une pâleur maladive et pâteuse. Leur pire cauchemar, en tenue d'apparat complète, venait de franchir la porte. Le regard de Calin a balayé la pièce. Froid et dur comme du granit. Avant de s'arrêter sur sa famille. Il s'est avancé, ses pas résonnant dans le silence stupéfait. Il ne m'a pas regardé. Pas encore. Son attention était entièrement fixée sur l'ennemi. Mère, a-t-il dit, et sa voix a tranché l'air comme une lame de rasoir. Elle était calme, mais portait une autorité qui remplissait la pièce entière. Je crois que tu as omis quelques détails importants, dans ton histoire. Il a marché directement vers le pupitre, et s'est tenu à côté de sa mère tremblante. Il s'est tourné pour faire face au journaliste médusé. Son regard était inébranlable. Je m'appelle Calin Vance, capitaine de l'armée de terre. Je suis rentré chez moi un peu plus tôt que prévu, a-t-il déclaré, sa voix résonnant d'une autorité de commandement. Je me trouvais derrière la porte de la salle à manger, la nuit en question. Je vous ai entendu planifier, de détruire la réputation de ma femme. Je t'ai entendu, Tristan, te vanter de la façon dont tu allais monter la vidéo. Pour la faire passer pour l'agresseur. Chaque mot était un coup de marteau, enfonçant un clou de plus dans le cercueil de leurs mensonges. Il ment, a hurlé Geneviève, sa voix perçante. Il souffre de stress post-traumatique. Il ne sait pas ce qu'il dit. Le général Sterling a retrouvé la voix, et a beuglé, mon fils est souffrant. C'est une affaire privée. Les journalistes ont explosé en une frénésie de questions. Calin a levé la main, et le silence est retombé sur la salle. Il a regardé son père. Une lueur de quelque chose. De la pitié, peut-être, dans ses yeux. Puis elle a disparu, remplacée par une résolution glaciale. Peut-être, a dit Calin, sa voix descendant à un niveau dangereusement calme. Devrions-nous examiner les événements complets, et non retouchés de cette soirée, juste pour clarifier les choses. Il a fait un léger signe de tête, dans notre direction. C'était le signal de Jackson. Le colonel, se déplaçant avec l'économie de mouvement d'un vieux soldat, s'est avancé à l'avant de la pièce. A sorti une petite clé USB de sa poche, et l'a branchée sur l'ordinateur portable relié au projecteur. L'immense écran derrière les Ashworth, qui affichait le logo de leur cabinet d'avocats, a vacillé, puis a pris vie. C'était la vidéo des caméras de sécurité. Sans coupure. Non retouchée. Sous 3 angles différents. La salle entière a retenu son souffle. Ils ont vu la gifle. Ils ont vu le rictus de Séraphina, alors qu'elle se penchait. Ils ont assisté à l'acte répugnant, où elle a craché sur mon uniforme. Ils ont entendu chaque mot cruel et calculé. Chaque menace. Chaque cri de haine. Le crépitement des appareils photo a repris. Cette fois-ci, ce fut une fusillade furieuse et ininterrompue. Comme des tirs de mitrailleuse. Les visages des journalistes affichaient un mélange de choc et de joie prédatrice. Ils savaient qu'ils tenaient là le scoop de leur vie. Geneviève a émis un petit son d'étouffement, et s'est effondrée sur sa chaise, le visage dans les mains.
Serafina s'est couvert le visage, se détournant de l'écran. Comme si elle pouvait se cacher de ses propres actions abjectes. Tristan, le courageux petit réalisateur, ressemblait à un rat acculé. Ses yeux balayaient la pièce, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. La vidéo s'est terminée. Kalin s'est éloigné du pupitre. Il a marché directement vers moi. Il a ignoré les journalistes. Il a ignoré sa famille brisée. Il a pris ma main. Sa poigne était ferme et rassurante. Puis, il s'est tourné pour faire face à l'estrade, une dernière fois. Sa voix a résonné, claire et vraie. Pour que tout le monde puisse entendre. C'est elle, ma famille, a-t-il déclaré, ses yeux se verrouillant sur ceux de son père. Et vous venez de nous déclarer la guerre, à tous les deux. La victoire n'est pas un unique instant explosif. C'est une onde de choc. Ce qui s'est passé dans cette salle de conférence à Manhattan, n'était pas la fin de la guerre. C'en était l'explosion. Dans les jours qui ont suivi, Kalin et moi nous sommes retrouvés, à l'épicentre des retombées. L'histoire a explosé. Et pas seulement dans les grands médias, qui se sont délectés de la chute d'une puissante famille d'aristocrates. C'est notre monde qui a réagi, avec le plus de force. Task et Purpose, et le Military Times, des publications respectées lues par tous les militaires en uniforme, ont publié l'histoire, avec des titres cinglants. La honte à Greenwich, le patriarche des Ashworth, humilie sa belle-fille, béret vert. La vidéo non censurée était partout. La communauté militaire, une tribu farouchement protectrice, était indignée. L'histoire d'un soldat décoré, se faisant cracher dessus par une élite fortunée, était le genre de récit qui déclenche un incendie. Les conséquences pour les Ashworth furent rapides et brutales. Nous n'avons pas eu à lever le petit doigt. La machine de l'opinion publique, une fois mise en marche, a fait le travail pour nous. Le général Sterling a été contraint de démissionner des conseils d'administration de 3 différentes entreprises de la défense. Ashworth Holdings a fait face à des appels au boycott. La famille s'est retranchée, derrière les hauts murs de leur forteresse de Greenwich. Mais le mal était fait. Leur nom, autrefois symbole de pouvoir, était désormais synonyme de disgrâce. Kalin et moi avons choisi le silence. Nous avons refusé toutes les demandes d'interview, laissant la vérité de cette vidéo parler d'elle-même. Mais la victoire publique est bien différente de la paix privée. La nuit suivant la conférence de presse. De retour dans notre petit appartement près de Fort Bragg. L'adrénaline a finalement disparu, laissant place à un épuisement profond. Le silence dans la pièce était lourd, rempli de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Kalin ne m'a pas lâché. Il m'a simplement serré dans ses bras. Enlacé, alors que nous étions assis, sur notre canapé usé. Je pouvais sentir un léger tremblement, presque imperceptible, parcourir son corps. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était du chagrin. C'était sa famille. Son sang. Et il venait d'être le témoin de leur totale décomposition morale. Il avait été contraint d'être celui qui allait l'exposer aux yeux du monde. Un fils ne devrait jamais avoir à faire ça. Je suis désolé, Ali, a-t-il chuchoté dans mes cheveux, la voix étouffée. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir protégé de plus tôt. Je me suis reculé, et j'ai regardé, la profonde tristesse dans ses yeux. Tu étais là quand c'était important, ai-je dit doucement. Tu es rentré. Tu as choisi le bon camp. Coéquipier. Il a esquissé un petit sourire douloureux. Toujours, a-t-il dit. C'était tout ce dont nous avions besoin. À ce moment-là, le bruit du monde extérieur s'est estompé. Et il n'y avait plus que nous. 2 soldats dans le calme qui suit une bataille gagnée, entamant le long processus d'inventaire des pertes. Une semaine plus tard, une enveloppe immaculée de couleur crème est arrivée par coursier, depuis le bureau du colonel Jackson. C'était de Geneviève. Rédigé par son équipe juridique. C'était une leçon magistrale de non-excuse d'entreprise. Remplie de phrases creuses approuvées par des avocats. Comme, de profonds regrets, pour la série d'événements malheureux, et un espoir sincère de réconciliation familiale. Il n'y avait pas une once de remords sincère là-dedans. C'était la lettre d'un PDG gérant une crise de relations publiques. Et non celle d'une mère, s'adressant à son fils et à sa belle-fille. Ce soir-là, Kalin et moi avons pris la lettre,
pour nous rendre dans la petite cour arrière clairsemée de notre immeuble. Nous nous sommes tenus près du barbecue comme un rouillé. Les derniers rayons du soleil de Caroline du Nord, peignant le ciel dans des tons orangés et violets. Nous l'avons lu une dernière fois. Les mots vides ayant un goût de cendre dans la bouche, avant même qu'ils ne soient brûlés. Caline a sorti son briquet Zippo. Le même qu'il avait porté lors de 3 déploiements. D'un coup de pouce, une petite flamme stable est apparue. Il l'a tenue près du coin du papier coûteux. Nous avons regardé le feu prendre. Faisant friser les bords, noircissant les mensonges soigneusement élaborés. Les flammes ont consumé les profonds regrets, et dévoré l'espoir de réconciliation. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, qu'un fragile squelette incandescent de cendre. On ne fait pas marche arrière, a déclaré Caline. Sa voix était calme, mais résolue. La dernière des braises a flotté dans le crépuscule, et a disparu. Nous construisons notre propre famille, Ali. À partir de maintenant. Il avait raison. L'étape finale consistait à rendre cette séparation officielle. À transformer notre limite émotionnelle en une forteresse juridique. Le colonel Jackson a rédigé l'accord de règlement. Les conditions étaient non négociables. Les Ashworth devaient publier des excuses publiques officielles, rédigées par nous. Ils devaient faire un don substantiel à 7 chiffres, à l'organisation caritative des familles Gold Star, pour laquelle nous avions organisé la collecte de fonds. Et la condition la plus importante, une ordonnance de non-contact permanente, et juridiquement contraignante. Toute tentative de nous contacter, directement ou indirectement, serait considérée comme du harcèlement, et déclencherait de sévères sanctions pénales. Ils ont signé sans se battre. Ils n'avaient pas le choix. Nous avions établi une zone démilitarisée autour de nos vies. Une ligne qu'ils ne pourraient plus jamais franchir. Dans les jours calmes qui ont suivi, j'ai beaucoup pensé au pardon. Il y a un passage dans la Bible, dans l'Évangile selon Matthieu, sur le fait de pardonner à quelqu'un 70 fois 7 fois. Je pensais autrefois que cela signifiait que vous deviez toujours laisser la personne revenir dans votre vie. Je ne crois plus cela. Je leur ai pardonné. Non pas parce qu'ils le méritaient. Non pas parce qu'ils l'avaient demandé. Je leur ai pardonné, parce que je méritais la paix. Garder en soi autant de haine, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres, lors d'une marche de 30 km. Ça ne fait que vous alourdir. Mon pardon, c'était moi, me libérant du poids de ma haine. Et non moi, ouvrant la porte pour les laisser revenir. Certaines portes doivent rester fermées. Elles doivent être verrouillées, bloquées et barricadées. Pas pour eux, mais pour vous. Les cendres de cette lettre, et de notre ancienne vie, se sont posées 6 mois plus tard, dans la terre riche et sombre de la Virginie. Nous avons laissé la Caroline du Nord derrière nous. En utilisant l'argent de l'arrangement, et nos économies. Nous avons acheté un petit lopin de terre, niché au plus profond des montagnes de la Crête Bleue. Notre nouvelle maison était une cabane en rondin. Solide et sans prétention. Avec un large porche, qui dominait une immense vallée. Il n'y avait pas le luxe de Greenwich. Pas de marbre froid, ou d'art prétentieux. Il n'y avait que la majesté silencieuse, des montagnes anciennes. Et un ciel tellement rempli d'étoiles, qu'il vous coupait le souffle. C'était notre nouvelle base d'opération avancée. Notre sanctuaire. Ici, c'est nous qui faisions les règles. Chaque matin, nous nous asseyions sur ce porche. Avec des tasses de café fumantes. Regardant la brume se dissiper, dans la vallée en contrebas. Respirant l'air qui sentait le pin, et la terre humide. C'était un genre de paix, que je n'avais jamais connu. Un calme si profond, qu'il semblait pouvoir guérir des blessures, dont vous ignoriez même l'existence. Les fantômes des Ashworth ne pouvaient pas nous atteindre ici. Leur monde de chuchotements venimeux, et de cruauté calculée, ne pouvait tout simplement pas exister, dans un endroit comme celui-ci. Caline, fidèle à sa parole, a continué à servir. Mais dans un nouveau rôle. Il a pris un poste d'instructeur principal, dans une académie de formation à proximité. Formant la prochaine génération de soldats. Sa guerre était terminée. Sa nouvelle mission était de transmettre sa sagesse. Et moi. Après de nombreuses et longues nuits passées, à contempler ce ciel étoilé. J'ai trouvé ma nouvelle mission, aussi. J'ai lancé une organisation à but non lucratif. Un petit projet qui a grandi,
à partir de la partie la plus profonde de mes propres cicatrices. Je l'ai appelé le projet Vanguard. Nous organisons des retraites intensives, de survie et de résilience, exclusivement pour le personnel militaire féminin, sur nos terres au cœur de ces montagnes. Je leur enseigne les compétences qui m'ont sauvé. Je leur apprends à naviguer grâce aux étoiles, quand tout leur équipement est tombé en panne. Je leur apprends à faire un feu, sous une pluie battante, quand elles ont froid et sont épuisées. Et, le plus important, je leur apprends à identifier, et à contrer un ennemi, qui ne porte pas d'uniforme. Le genre d'ennemi, qui vous sourit à l'autre bout d'une table de dîner, tout en planifiant votre destruction. J'ai pris mon propre champ de bataille personnel, et je l'ai transformé en terrain d'entraînement, pour les autres. J'ai pris mes cicatrices, et j'en ai fait une carte. La vie s'est installée dans un rythme magnifique, et prévisible. Le changement des saisons. Le dur labeur pour entretenir la terre. La joie paisible de construire une vie ensemble, à partir de zéro. Puis, par un après-midi d'automne frais et sec. Tout a de nouveau changé. Kaline était à l'extérieur. Le clac régulier de sa hache fendant le bois de chauffage, résonnant dans l'air frais. Je l'ai observé depuis le porche un moment. L'homme fort et stable, qui était mon ancre. J'ai pris une grande inspiration, et je suis sorti. Capitaine, ai-je dit. Ma voix était égale et formelle. Un soupçon de sourire, jouant sur mes lèvres. J'ai un rapport de situation pour vous. Il s'est arrêté. Enfonçant la hache dans le bloc à fendre. Il a essuyé la sueur de son front, avec le revers de son bras. Et s'est tourné vers moi, avec un regard interrogateur. Allez-y, sergent. Faites votre rapport. Je me suis avancé vers lui. J'ai pris sa main calleuse et parfumée au bois. Et je l'ai posée à plat contre mon ventre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Nous avons une nouvelle recrue, qui va rejoindre l'équipe, ai-je chuchoté. Heure d'arrivée estimée, environ 7 mois. Il s'est figé. Tout son corps est devenu immobile. Le sourire enjoué sur son visage s'est dissous. Remplacé par un regard de totale stupéfaction. Ses yeux. Les mêmes yeux bleus clairs qui avaient vu tant de conflits, se sont écarquillés. Il a regardé mon ventre, puis mon visage, cherchant une confirmation. J'ai juste hoché la tête. Une larme s'est échappée, et a coulé le long de ma joue. Et alors? Le capitaine Kaline Vance. Le béret vert aguerri, qui avait affronté des ennemis dans les montagnes d'Afghanistan. A fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Il s'est agenouillé dans la terre et les copeaux de bois. Il a doucement pressé son oreille, contre mon ventre. Ses larges épaules, se mettant à trembler. Il a commencé à pleurer. Non pas des larmes calmes et dignes. Mais de profonds sanglots secouants. De la pure joie à l'état brut. Des sanglots de guérison. Des sanglots pour un avenir que nous avions combattu si durement, pour revendiquer pour nous-mêmes. Plus tard dans la soirée. Alors que nous étions assis sur le porche, regardant un coucher de soleil enflammé saigner, à travers les sommets des montagnes. J'ai appuyé ma tête sur son épaule. Nous savions quelle était notre prochaine mission. Nous allions élever cet enfant, selon un nouvel ensemble de règles. Le protocole Vance. Règle numéro 1, la loyauté est primordiale. Vous soutenez votre équipe, toujours. Règle numéro 2, l'honneur n'est pas quelque chose que vous avez. C'est quelque chose que vous faites. Il se trouve dans vos actions, pas dans votre nom. Règle numéro 3, la famille, ce sont les personnes qui combattent à vos côtés. Pas seulement celles qui partagent votre sang. La guerre contre les Ashworth a été brutale. Elle nous a coûté cher. Mais au bout du compte, elle nous a offert le plus précieux de tous les cadeaux. La liberté. La liberté de définir notre propre famille. La liberté de vivre selon notre propre code. Et la liberté de savoir que, lorsque deux soldats se tiennent ensemble, ils peuvent affronter tout ce que le monde leur jettera à la figure. Dans l'armée, nous avons un dicton, embrasse the suck. Accepter la merde. Cela signifie d'accepter la misère d'une situation, et de passer à travers. Mais j'ai appris une leçon plus grande. Ne vous contentez pas de l'accepter. Utilisez-la comme carburant. Laissez-la vous forger, en quelque chose de plus fort. Et alors, quand le moment sera venu, construisez votre propre putain de lever de soleil. Et ça,
plus que n'importe quelle victoire sur n'importe quel champ de bataille, c'est ce que l'on ressent lors d'une véritable victoire. Mon histoire, celle définie par les Ashworth, est terminée. Mais celle que Kalin et moi écrivons maintenant, ne fait que commencer. Le protocole Vance guide notre famille. Mais sa leçon la plus importante, c'est que vous avez le pouvoir d'écrire vos propres règles pour la vie. Mon parcours est la preuve que vous pouvez vous libérer des protocoles que d'autres vous imposent. Et créer les vôtres. Pour plus d'histoires de résilience, et sur la façon de forger votre propre chemin, assurez-vous de cliquer sur s'abonner, et d'activer les notifications. Je veux vous laisser avec une question. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi, quelle est la règle numéro 1, dans votre protocole pour la vie ?